dans le monde de l'entreprise, la question pratico-pratique de la diversité, c'est avant tout celle de la création de valeur, celle de l'image, celle du respect des non-discriminations, évidemment. Mais la réalité, c'est que surtout celle de la performance. Une entreprise, ça fonctionne parce que ça produit une économie viable, sinon, en fait, il n'y a pas d'entreprise. Ça, c'est juste l'intro, parce que la diversité dans l'entreprise, c'est forcément, si ça doit être opérationnel, si ça doit être vivant, si ça doit être compris, ça ne peut pas être simplement un discours bienveillant, sympathique, parce qu'il faut qu'on s'aime tous et que c'est quand même vachement mieux comme ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas un salarié d'une entreprise qui peut imaginer 2 minutes que son COMEX va s'engager dans un discours de haute bienveillance sans aucune relation avec son business. Sinon, juste, le COMEX serait défaillant. C'est ça la réalité. Alors, pour reparler un petit peu de Veolia et d'où on vient, puisque j'ai la grande chance d'avoir à faire une petite histoire de la diversité et de ses étapes chez Veolia. D'abord, pour brosser le portrait rapide de Veolia, Veolia aujourd'hui, c'est 202 800 salariés. Ils ont tous été comptés. C'est dans 80 pays. Mais j'ai envie de dire que le plus important de ce qui caractérise Veolia, c'est surtout que c'est 75% d'opérateurs, d'ouvriers, de techniciens. C'est seulement 13% de cadres. C'est seulement 19% de femmes. Bon, on atteint royalement 25% de femmes dans l'encadrement, ce qui est quand même absolument fantastique. C'est aujourd'hui Veolia, c'est 68% des effectifs de Veolia qui sont en Europe. Et sur ces 68%, il y en a 32% en France. Et après, globalement, on se répartit dans le reste du monde de façon assez équitable sur les différents continents. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ça l'ADN de l'entreprise, c'est ça qui caractérise les métiers, et la diversité ne peut pas ne pas être intégrée à cette culture-là. Et j'ai envie de dire que pour qu'une politique diversité ou une démarche ou des actions diversité fonctionnent dans une entreprise, c'est comme pour la rhétorique, il faut bien se connaître. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, on est à côté de la plaque. Sinon, on ne parle pas des bonnes choses dans l'entreprise par rapport aux enjeux quotidiens des équipes et des personnels. Ça veut dire aussi qu'il faut connaître ses clients, parce que la diversité d'une entreprise, c'est à la fois intrinsèque, mais c'est aussi en relation avec l'externe. Et pas que pour des questions d'image, pour des questions de business. Si le monde externe change, ça contraint un peu l'entreprise à changer, parce que sinon, elle ne vend plus, parce qu'elle n'est plus reconnue, parce que l'externe, il est comme l'interne, il aime les choses qui lui ressemblent. Donc, c'est aussi ça qu'il faut connaître quand on veut faire de la diversité. Alors, je reviens à l'histoire. On dit chez Veolia que notre politique diversité, elle est ancrée sur le modèle de l'égalité des chances. Alors, moi, je trouve que ce modèle est loin d'être obsolète et suranné. Je pense même qu'il a aujourd'hui plus que hier sa valeur et que ces mots ont du sens et que c'est ça notre mission. Et pourquoi on dit ça? On dit ça parce qu'avant d'être Veolia, Veolia c'est une entreprise assez récente, c'est une entreprise qui s'est créée en 2003. Mais en réalité, Veolia c'est une entreprise qui est construite sur des entreprises qui ont 150, 160 ans. Donc, qui ont des cultures métiers très ancrées, très inscrites, et des cultures métiers qui sont celles de l'eau ou celles de la propreté, qui avaient des métiers extrêmement peu attirants.
On se lève rarement le matin en disant à son enfant « c'est super, tu fous rien, tu vas finir balayeur ». Donc c'est ça nos métiers. Et donc la question de l'identité du métier, la question de la valeur du métier, la question de comment on attire les gens, comment on les professionnalise, c'était le cœur du problème des métiers de cette entreprise. D'où la création du modèle de l'égalité des chances. Parce que, certes, c'était dans les années 90, mais la guerre des talents, c'était déjà là. C'était déjà. C'est pas hier, la guerre des talents. Et la guerre des talents, c'est la guerre des talents en fonction de ce qu'est une entreprise. Bon, les talents de Veolia en 1990-95, c'est la qualité de ses opérateurs, de ses ouvriers. D'où la question du modèle de l'égalité des chances. Comment on attire des jeunes, comment on les forme, comment on les fidélise à l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on crée, à la fois par création d'identité professionnelle de métiers, qui n'en avaient pas, pour attirer des gens, plutôt des jeunes, vers nos métiers, et reconnaissance interne, c'est-à-dire construction de dispositifs de formation à très forte valeur ajoutée pour les opérateurs et les techniciens. À 90% de l'effort de formation en 1995, c'était pour ces publics-là dans l'entreprise. Pourquoi ? L'enjeu, c'est de travailler sur l'identité, l'ascenseur social, la promotion interne et l'égalité des chances. Parce que c'est ça qui crée la valeur interne de l'entreprise, la valeur des collectifs de travail, la fierté d'appartenance, et donc, dans nos métiers, la capacité à aller vendre nos services en direct à nos clients. Nos clients étant les municipalités et par voie de conséquence, l'ensemble des citoyens. Donc, extrêmement important. On a construit tout le modèle de l'égalité des chances sur un petit credo interne qui s'appelait l'intelligence de la tâche. Alors ça fait marrer tout le monde, mais je vous assure que conduire un bus, c'est pas pareil quand on est intelligent et quand on est bête, même si on a le permis. Parce que c'est pas le même service qu'on rend, parce que c'est pas la même compréhension du travail qu'on a au quotidien, et par exemple, du respect des personnes qui prennent le bus. Pour Veolia, ça c'est vraiment l'ancrage de la diversité. Voilà, ça c'est l'ADN et c'est la culture de Veolia. Alors ensuite, comment tout ça se construit ? Tout ça se construit évidemment aussi avec le monde extérieur. Autant vous dire qu'en 1995, la question des politiques diversité, c'était pas super à la mode. On n'en parlait pas beaucoup. Je connaissais pas encore Bruce. Voilà, c'était pas encore, c'était pas le sujet qui nous animait. Mais le groupe se développe. Veolia a une très grande étape de développement, à la fois en France et à l'international. Et dans ces moments de développement, il a eu encore plus besoin de main-d'œuvre, encore plus besoin de qualifier cette main-d'œuvre, de faire en sorte qu'elle reste dans l'entreprise. À l'époque, on a des taux de turnover à peu près de 20%. Tout le monde trouve ça normal dans nos métiers. Dans la culture des métiers de la propreté ou de l'eau, c'est un classique. Toutes les entreprises de ces secteurs sont en développement, tout le monde trouve du boulot, c'est vraiment pas compliqué à gérer. Et on est riche pour le gérer. La question, c'est quand même que on se rend bien compte que ça va nous coûter de l'argent et on se rend bien compte que ça va avoir une durée limitée. Et que dans les collectifs de travail, dans la qualité du travail, ça a un coût. Donc on dit, non, il faudrait quand même que là, on rectifie le tir. Et donc, on change un peu le modèle d'organisation et on crée des strates d'encadrement intermédiaires. Donc on se crée de la complexité. Ça fait plus de lignes de commandement, plus de lignes de pouvoir ou de non-pouvoir, plus de rivalité. Et là, les questions de la diversité apparaissent. On se dit, ce qui serait pas mal, c'est de dire haut et fort, en tout cas en France, qu'on est engagé dans un modèle social responsable. Et comme Veolia, c'est un tissu de PME, c'est tout sauf un groupe intégré, le moyen qu'on a trouvé, c'était de dire, allez, tous au label. Autant vous dire que c'est une révolution culturelle. Labelliser des processus RH, des processus en relation avec notre système client autres que nos hyper-expertises métiers,
parce que ça, c'est ce qui a de la valeur. Labelliser la question de la relation aux parties prenantes. 2008-2009, c'est un choc culturel. Il a fallu extrêmement beaucoup de volontarisme et j'allais dire, d'engagement à la fois du COMEX et des équipes porteuses à ce moment-là des questions de label, mais l'enjeu, c'était, à un moment donné, processer. Processer, pourquoi? Parce que ça donne de la visibilité, ça donne de la cohérence, ça garantit la question de l'équité. On a parlé dans la non-discrimination des questions d'équité, et que, évidemment, la taille du groupe, ces changements d'organisation, ces enjeux commerciaux font que ces questions-là deviennent importantes. C'est aussi commencer à rentrer dans le champ de la responsabilité sociale par le champ de la diversité. C'est une façon de faire progresser très vite et de façon très volontariste l'ensemble des fonctions RH et donc de changer de culture. C'est-à-dire changer de la culture de on est dans l'égalité des chances, on aide des petits jeunes ou des ouvriers, des techniciens à progresser, et ça on ne le perd pas, on l'a toujours, mais à passer à quelque chose de beaucoup plus engagé, de beaucoup plus professionnel, de beaucoup plus responsable, aussi dans la façon de travailler. Et donc de commencer aussi, par exemple, à partager des méthodes de travail. Super. Ça, c'est bien source de conflit, partager des méthodes de travail. Donc ça met en chantier la fonction RH sur sa responsabilité à partager, travailler ensemble pour rendre la question de la diversité visible, comme un enjeu dans l'entreprise, et pas comme simplement le cœur d'une histoire et son ADN. Nous avons bien travaillé, nous avons eu 133 entreprises labellisées en France, c'est-à-dire en gros tout le scope des grosses filiales françaises, et on était très contents. Et donc on a affiché partout qu'on était labellisés, et c'était super. Puis après on a regardé les chiffres. Puis au bout de quelques années, on a dit c'est super, on est labellisé, mais il n'y a rien qui change. Enfin si, on a des processus RH qu'on connaît maintenant. Bon, c'est pas mal déjà. Mais enfin, on n'a quand même toujours que 19% de femmes dans l'entreprise. On a dû se louper. On a dû louper un truc. Et au moment où on se dit ça, évidemment, on est en pleine crise. On est en pleine crise économique, et Veolia n'est pas différent de toutes les autres entreprises. Elle vit cette crise de façon très massive, très importante. Ça veut dire des moments de réorganisation fort, de transformation de, pas simplement de l'organisation, mais transformation aussi des perspectives de services et de business à délivrer. Donc des changements culturels, des changements de compétences, assez lourds, assez violents. 4 ans de transformation, pas complètement fini. Et là, on se dit, peut-être que la priorité, finalement, c'est plus tellement d'afficher le label. Bon, c'était bien, ça nous a appris des choses, on en ressort encore plus convaincu de la question de la diversité, mais c'est plus comme ça qu'on veut faire. Et donc, on se dit, finalement, la diversité, elle doit accompagner les nouveaux enjeux de notre nouvelle entreprise qui s'appelle le nouveau Veolia. Et donc, Veolia aujourd'hui, c'est quoi? Donc, Veolia aujourd'hui, c'est avant tout un changement d'activité, c'est-à-dire que dans les années 95, on a 80% de l'activité qui est en France, 20% internationale. Quand je vous dis qu'on a 32% des effectifs en France aujourd'hui, le rapport chiffre d'affaires n'est pas le même, mais on voit bien que sur les questions de la diversité et sur les questions des personnes, ça a un impact fort. Parce que du coup, la question de la diversité, c'est la diversité en France, enfin c'est la diversité chez Veolia, partout dans le monde. Ah ouais, alors comment on fait la diversité partout dans le monde? Pas simple, hein. Je suis preneuse de réponse. Ça veut dire aussi reconcentrer les priorités sur lesquelles on travaille.
parce qu'on ne peut pas être sur tout, et on peut pas... on est évidemment vigilant au respect des 20 critères de non-discrimination. Pour autant, ils ont plus ou moins de valeur en fonction d'une entreprise et de sa composition. C'est-à-dire au sens où, enfin, ils n'ont pas une valeur plus ou moins intrinsèquement, ils ont tous autant de valeur. Mais on est confronté à plus ou moins de problèmes de cette nature-là en fonction des personnes qui composent l'entité. Et évidemment, ce n'est pas les mêmes problèmes en France qu'en Chine, qu'en Amérique du Sud, qu'en Europe du Nord. On ne rencontre pas les mêmes problèmes de discrimination. Donc on a dit, bon, on a beaucoup changé, on s'est beaucoup restructuré, on a beaucoup perturbé nos collaborateurs, on va revenir sur des fondamentaux. Parce que c'est ça qui réassure et qui crée notre cohérence interne. Donc nos fondamentaux, c'est une politique de non-discrimination et d'égalité des chances réaffirmée partout dans le monde. Ça veut dire, au-delà des processus RH qu'on dit, des processus RH équitables, donc ça veut dire comment on garantit ça partout dans le monde, et croyez-moi, c'est facile en mots, en actes, c'est très compliqué. C'est très compliqué, les législations ne sont pas les mêmes, les cultures ne sont pas les mêmes, ce qui va être équitable chez les uns peut ne pas l'être chez les autres. Donc comment on prend tout ça en compte pour en faire un global équitable? Comment on prend en compte la question de l'amélioration de l'impact? Le problème de la diversité, c'est pas tant d'avoir une politique diversité, c'est pas tant d'être labellisé, c'est pas tant d'avoir des grandes paroles qu'on va porter haut et fort partout. La question, c'est qu'est-ce que ça produit dans l'entreprise? C'est quoi l'impact? Comment on avance? Comment on fait pour faire que, à un moment donné, il n'y ait pas 19% de femmes dans l'entreprise? Parce qu'on considère que c'est pas possible d'être une entreprise performante aujourd'hui sur ce mode-là. Parce que, pourquoi c'est pas possible? Parce que le monde autour a changé. Parce que nos clients ont changé. Parce que en face de nous, on a des clients qui sont des femmes et qui sont des femmes qui décident. Donc, quand on n'envoie que des équipes d'hommes, même si j'apprécie beaucoup les équipes d'hommes, en face, ça ne marche pas toujours. Cette question-là est primordiale chez Veolia. La féminisation de nos métiers est primordiale. Trouver des jeunes qui viennent travailler dans nos métiers, c'est aller les chercher dans les lycées techniques et professionnels. 90% de garçons, sur les champs techniques qui nous concernent. Alors pour féminiser, c'est compliqué. Alors on a des candidats, hein. On n'a que des garçons. Donc ça veut dire qu'il faut aller les chercher ailleurs, les filles. Ça veut dire aussi qu'il faut changer les cultures internes. Ça veut dire qu'il faut organiser le travail pour que la mixité puisse être réelle, effective, et qu'on n'ait plus des femmes qui soient obligées d'aller se changer dans le camion parce qu'il n'y a pas de vestiaire pour elles. Donc considérer que ce n'est pas complètement normal. Et puis c'est aussi regarder ce qui se passe dans le monde ailleurs. Par exemple, se rendre compte que en Chine, là où on développe nos activités aujourd'hui, là où on est vraiment plein d'espoir sur nos développements, les équipes, c'est 30% de femmes. Ça questionne la France, je vous le dis. C'est-à-dire que si en Chine, on est capable de faire 30% de femmes dans les métiers, pas que dans l'encadrement, dans l'ensemble des métiers, ça veut dire que quelque part chez nous, il y a un stéréotype très ancré, très fort, sur lequel on n'arrive pas à agir, malgré toutes nos politiques. Donc, la question de la diversité, elle va maintenant se travailler comme ça. Elle va se travailler en comment je change mon impact. Pas mon discours, mais mes actes et mon impact. Mon dernier point, c'est que Veolia change, Veolia devient international. Évidemment, l'ensemble de nos dirigeants ont la question de l'internationalisation des équipes en tête en permanence. Et parfois, il faut savoir faire de petits moments comme ça, de grandes opportunités.
L'internationalisation, c'est une chance énorme pour la France pour travailler sur l'interculturel en France. C'est génial. Donc on l'a mis en priorité. C'est super, on va travailler sur le management interculturel parce qu'on va avoir plein d'internationaux au siège. On va surtout travailler sur le management interculturel en France parce qu'on a des équipes très diverses, parce que la question de la diversité interne dans l'entreprise en France est réelle. Et donc tant mieux. Faisons une opportunité de ce changement parce que je n'ai pas trop de doutes. Je pense que l'ensemble des cadres dirigeants vont réussir à vivre l'internationalisation et l'interculturel. La question, c'est comment on le fait dans les équipes opérationnelles. L'interculturel, ce n'est pas comment on fait pour qu'un Anglais parle avec un Français. La question, c'est comment on traite la différence dans la relation de travail au quotidien, quelle que soit la différence. Donc tant mieux, servons-nous de ce fait pour en faire une opportunité, là aussi sur la question du vivre ensemble. Je crois que cette question-là est majeure dans les entreprises et que d'une certaine façon, la diversité doit, et ce sera ma conclusion, travailler sur la question du vivre ensemble, parce que c'est ça qui est majeur, surtout dans les moments de crise et les moments de tension économique et les moments de réorganisation majeure, et doit travailler sur la question de la médiation. Parce que vivre ensemble, ça veut dire accepter de se parler. Et donc accepter de ne pas être d'accord, accepter ce que moi j'adore être la dispute professionnelle, c'est-à-dire créer des espaces où on a le droit de ne pas être d'accord. Et c'est important, et la diversité doit porter ça, et je pense que ce sera les enjeux majeurs de Veolia en matière de diversité.